Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette soirée exceptionnelle consacrée à la réforme de l'instruction, une émission pour laquelle sont partenaires la chaîne parlementaire et Planète Justice. Nous sommes très heureux avec Arnaud Ardouin de vous accueillir ici à l'Assemblée nationale dans cette salle Lamartine éminemment symbolique. C'est en effet ici qu'ont eu lieu les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur Outreau, cette affaire dont vous vous rappelez bien entendu et qui a suscité une émotion immense en France. C'est aussi ici qu'a été auditionné le juge Burgot par les députés en présence des acquittés d'Outreau. Bref, cette salle Lamartine était toute trouvée, Arnaud, pour le débat de ce soir, consacré à la suppression du juge d'instruction. Alors oui, effectivement, la salle Lamartine, évidemment, mais il n'y aura pas d'audition ce soir, ce sera un débat ouvert. Tout le monde pourra évidemment s'exprimer, donner son point de vue sur cette réforme de la procédure pénale. On y reviendra longuement ce soir. Vous vous en souvenez peut-être, le chef de l'État, en janvier dernier, a souhaité supprimer le juge d'instruction et le remplacer par le juge de l'instruction. Alors c'est un tout petit mot qui risque de modifier, et j'imagine qu'on va longuement en parler ce soir, de modifier le paysage judiciaire français. Alors on en parle évidemment avec nos invités, des députés, 6 députés, ils sont là, et je dirais que symboliquement, ils nous le diront peut-être tout à l'heure, ils ont repris presque la même place qu'ils avaient lors de l'audition du juge Burgot, en tout cas la place du président et du rapporteur de cette commission d'enquête. Et puis il y aura évidemment des grands témoins. Nous accueillerons effectivement 4 grands témoins ce soir pour s'exprimer, venir débattre avec cette salle et avec les députés, magistrats, avocats, et puis aussi avec nous, vous les voyez, des élèves de grandes écoles, de 4 grandes écoles. Il y a là des représentants de l'École nationale de la magistrature, de l'École de formation du barreau de Paris, l'Institut d'études judiciaires de Paris 1 et Paris 2, et puis Sciences Po, option carrière judiciaire et politique. Certains d'entre eux ont préparé quelques questions, et puis évidemment, vous êtes les bienvenus, vous qui êtes tous là, pour intervenir dans ce débat ou poser les questions qui vous sembleront les plus judicieuses. Également remercier notre partenaire de la soirée, le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, et enfin vous dire qu'un sondage a été réalisé ces derniers jours par l'Institut CSA, tout spécialement pour la chaîne parlementaire et Planète Justice pour cette soirée, posant la question de la suppression du juge d'instruction, des craintes ou effectivement des arguments qui sont en sa faveur, et nous vous communiquerons les résultats de ce sondage tout au long de la soirée. Anne, pour clore cette règle du jeu, parce que l'intérêt ce soir c'est d'entendre les points de vue de chacun sur cette question ou cette survie du juge d'instruction. D'abord 2 petites informations, parce que l'émission concerne évidemment tous les Français. Vous pouvez réagir en direct sur 2 sites forums, www.lcpn.fr et puis sur le site forum www.planetjustice.fr. Vous pouvez réagir et vous pouvez aussi répondre aux questions qui sont posées sur ce site. On vous les transmettra au cours de l'émission. Vous pourrez donc réagir sur cette émission, sur ce sujet qui concerne évidemment tous les Français. Alors avant de débattre, je propose de revenir en arrière. On l'a évoqué, retour sur Outreau, un drame judiciaire qui a ému la France entière. Retour sur ce dysfonctionnement de la justice. Retour sur ce jeune juge, le juge Burgot, trop jeune, trop inexpérimenté, disait-on à l'époque. Retour sur ce drame du rire aux larmes. Regardez ce reportage de Patrick Hermansen et de Kitry Nguyen. 1er décembre 2005, les derniers accusés d'Outreau sont acquittés. Sur les marches du palais de justice de la Cour d'appel de Paris, les sourires de soulagement sont de circonstance. C'est la fin du calvaire pour les 13 acquittés, mais cette histoire ne leur appartient déjà plus. L'affaire d'Outreau devient une affaire d'État. Les acquittés sont reçus à Matignon et le garde des Sceaux de l'époque fait un mea culpa. Ce ne sont pas les excuses d'un homme. Ce sont les excuses de l'institution judiciaire que je représente. Il est important que je le dise ici, publiquement. La faute a été publique. Publique doit être la réparation. Une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements d'Outreau est constituée. Le 18 janvier 2006, devant les élus de la nation, la parole est aux acquittés. Et qu'est-ce qui me reste maintenant? Un boulot de salarié? Et 3 enfants? 3 enfants détruits? Lorsqu'on arrivait devant monsieur le juge, c'était pas le garde à vous, mais presque. Il voulait qu'on lui dise qu'on était coupable, mais tout le reste, il s'en foutait, quoi. Il faut vous parler parce qu'il dit pas vous, c'est 20 ans. Alors qu'on n'a rien fait, puis qu'on entend ça. Et il ne faut pas venir me dire à moi que l'affaire d'Outreau est une erreur judiciaire, mesdames et messieurs. C'est pas vrai, ça. Moi, je sais depuis 2001 que c'est une affaire voulue.
voulu. Ça est une affaire voulue par le juge Burgot. Fabrice Burgot, leur juge d'instruction, leur bourreau. Le 8 février 2006, c'est à son tour d'être auditionné par la commission d'enquête. Les rôles sont inversés. Cette fois-ci, c'est au juge de répondre aux questions. Les acquittés présents dans la salle découvrent un homme très différent du juge pétri de certitude et du technicien froid qu'ils ont connu. Ce jour-là, devant les élus et face aux caméras, on assiste à l'audition d'un juge à la peine dans ses explications. Aurais-je pu agir différemment? Avec le recul et la connaissance a posteriori que l'on a de l'affaire, certainement. Aujourd'hui, ça j'en suis convaincu. Est-ce que j'ai commis des erreurs d'appréciation? Peut-être. D'ailleurs, qui n'en commet pas? Les excuses attendues ne sont pas au rendez-vous. Face au désastre d'Outreau, la question d'une sanction contre le juge d'instruction est posée. Un rapport des services judiciaires souligne les manquements des 63 magistrats de cette affaire. Mais aucune faute n'est constatée. Le 18 juillet 2006, le ministre de la Justice renvoie le procureur du tribunal de Boulogne et Fabrice Burgot devant le Conseil supérieur de la magistrature. On a vraiment l'impression que finalement, oui, c'est le bouc émissaire qui va permettre finalement aux politiques de dire on a trouvé le responsable de tous les manquements, de tous les dysfonctionnements judiciaires, notamment principalement de celui-là, et on va résoudre le problème. En sanctionnant M. Burgot, je trouve que c'est un petit peu court. Fabrice Burgot est aujourd'hui le dernier accusé dans cette affaire d'Outreau. L'audience disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature l'a encore confirmé. Au-delà de la sanction, les politiques ont décidé de remettre à plat le système pénal. Après la réforme de mars 2007, qui a tenté de rompre l'isolement du juge en instaurant la collégialité de l'enquête, le président de la République souhaite aller plus loin. Le juge d'instruction, en la forme actuelle, ne peut être l'arbitre. Comment lui demander de prendre des mesures coercitives, des mesures touchant à l'intimité de la vie privée, alors qu'il est avant tout guidé par les nécessités de son enquête? Il est donc temps que le juge d'instruction cède la place à un juge de l'instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes, mais ne les dirigera plus. Reste une question. Cette annonce du président de la République aurait-elle été possible sans l'affaire d'Outreau? André Valigny, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député PS et vous êtes assis à la même place que vous occupiez comme président de cette commission d'enquête parlementaire. L'émotion, on a vu, chacun s'en souvient. Parlons du travail, de ce qui a été fait, de ce qu'il en reste. On a envie de dire presque tout ça pour ça aujourd'hui. Où en sommes-nous? Des réformes ont eu lieu, partielles, insuffisantes, en mars 2007, et notamment une réforme qu'on est en train de mettre en œuvre dans les conseils généraux, je le sais en Isère, puisque je préside le conseil général, sur le recueil de la parole de l'enfant et sur la détection le plus tôt possible des mauvais traitements infligés à des enfants. Donc il y a des choses qui ont été faites. Ne soyons pas négatifs tout de suite, même si on va l'être peut-être un peu plus tard. Mais sur le cœur du problème de l'affaire d'Outreau, c'est-à-dire l'instruction, nous avions beaucoup réfléchi dans cette salle, autour de cette table, avec les collègues qui sont là et d'autres. Nous nous sommes posé la question de savoir si cette affaire d'Outreau, venant après d'autres affaires où le juge d'instruction avait été mis en cause dans son travail, dans sa solitude, s'il convenait de supprimer la fonction. Et au bout de 6 mois de travail, un travail approfondi, les Français s'en souviennent, grâce à la chaîne parlementaire, on a pu suivre nos travaux, nous avons beaucoup travaillé et nous avons conclu que finalement, il fallait garder le système de l'instruction, à condition de le modifier, de le moderniser, de le réformer et de passer à la collégialité. Nous avons donc préconisé de passer de 1 juge d'instruction à 3 juges d'instruction, un juge expérimenté, un juge senior, comme on dit aujourd'hui, un juge qui sort de l'école, un apprenti juge d'instruction, et puis un juge intermédiaire, entre guillemets, pour que les regards croisés permettent d'éviter autant que faire se peut les dysfonctionnements qu'on peut voir dans telle ou telle affaire, comme l'affaire d'Outreau. André Valigny, je vous interromps parce que très concrètement, ça va voir le jour, ça n'existe pas justement, encore. Non, justement. Là, on est dans du... Mais c'est le cœur de l'affaire d'Outreau, l'instruction et la détention provisoire. Restons sur l'instruction. Donc, on a travaillé. Au bout de 6 mois, les députés se mettent d'accord à la quasi-unanimité pour dire on garde le système de l'instruction. Et on passe de 1 juge à 3 juges pour éviter la solitude et l'inexpérience de jeunes juges comme le juge Burgot. Et là-dessus, le président de la République arrive et il ne va pas plus loin
contrairement à ce qui a été dit dans le sujet qu'on vient de voir. Il ne va pas plus loin que ça. Il va à l'encontre de ça et il balaie tout ça d'un revers de main en disant tout ce qu'ont fait les députés ne sert à rien. Moi, Nicolas Sarkozy, je dis qu'on va supprimer le juge d'instruction. Alors, au moment où le président de la République dit qu'il veut revaloriser le travail du Parlement, il a fait réformer la Constitution pour renforcer le Parlement, renforcer les droits des parlementaires. Eh bien, la première grande réforme qu'il annonce, c'est une réforme qui va à l'encontre de ce qu'ont souhaité les députés. C'est quand même paradoxal. André Valigny, je voudrais juste entendre Philippe Houillon, parce que vous dites qu'on ne veut pas commencer par le négatif, mais je prends une phrase de votre livre au cœur du délire judiciaire, parce qu'André Valigny, vous avez écrit un livre, Justice pour la République, qui revient sur les 80 propositions d'Outreau, puis vous avez vous aussi écrit, Philippe Houillon, rapporteur de cette commission d'enquête, un livre, je vous cite, vous parlez de cette théâtralisation, vous êtes revenu à Boulogne, là où avaient eu lieu les méfaits, l'affaire, et vous dites je n'ai pas envie de participer à cette théâtralisation, je sais que la grande réforme attendue n'aura pas lieu, les promesses ne seront pas tenues. À l'issue même de votre travail, vous saviez que quelque part ça n'aboutirait pas. C'est à moi. C'est à vous. Oui. Bien. Écoutez, moi, vous venez de demander à André Valigny tout ça pour ça. Moi, je trouve que. Je vais poser une question aussi. Hein. Oui, mais ouais. je vais vous y répondre. Je trouve que c'est quand même pas tout à fait ce qui s'est passé. Les travaux de cette commission d'enquête ont eu d'abord un avantage majeur, c'est l'appropriation pour la première fois par les Français de leur justice, d'une part, et d'autre part, la prise de conscience qu'il y avait énormément de réformes à faire et une grande attente qui a été suscitée par cela. Et depuis lors, depuis le dépôt du rapport, les réformes se succèdent. Je lisais tout à l'heure, avant de venir ici, le complément, si je puis dire, de la déclaration du président de la République que vous avez rappelé tout à l'heure, qui est le pré-rapport de la commission Léger, sur laquelle on va revenir, oui. qui est un document majeur, qui reprend l'intégralité, ou quasiment l'intégralité, des propositions que nous avions formulées, y compris même quelque chose qui m'a agréablement surpris, c'est la limitation de la durée de la détention entre le moment de la première incarcération et la phase de jugement. Donc il y a beaucoup de réformes. Alors ça, pour l'instant, c'est un rapport, c'est pas une réforme. Mais il y a beaucoup de réformes qui ont été initiées, que ce soit la carte judiciaire, la gestion des ressources humaines, etc. Et puis le débat qui aura lieu tout à l'heure sur le juge de l'instruction. J'en termine en disant que le maître mot de notre rapport, c'était quoi? C'était l'appel au contradictoire. C'est ça que nous souhaitions, qu'il y ait du contradictoire, qu'il puisse y avoir un débat et pas un enfermement intellectuel. Et dans le discours que vous avez rappelé du président de la République devant la Cour de cassation le 7 janvier, ce mot de contradictoire est employé à de multiples reprises et c'est l'objet de la réforme qui est proposée, je pense. Bien, eh bien, pour suivre le débat, je vous propose que l'on accueille notre premier grand témoin de cette soirée, Philippe Bilger, avocat général près la Cour d'appel de Paris. Voilà, bienvenue Monsieur Bilger, je vous propose de vous asseoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Bilger, je lisais quelques petites choses ici et là de ce que vous aviez les uns et les autres écrit et dit. Vous avez dit récemment, il faut achever le juge d'instruction. Vous n'y allez pas de main morte. Absolument, dans la mesure où, depuis toujours, j'ai pensé que sa fonction était inutile et, d'une certaine manière, dangereuse pour l'efficacité de la justice. J'entends par là que s'il y a de remarquables magistrats instructeurs qu'on mythifie à juste titre aujourd'hui, la majorité me semble soumise à un écartèlement insupportable entre la charge et la décharge, entre l'enquêteur et le juge, et je me demande si il ne faudrait pas aller, mais ça n'est peut-être pas le moment de répondre à votre question implicite, vers un système accusatoire dans sa pureté et sa splendeur. Modèle anglo-saxon, parce que là, pour que les Français comprennent, on entend souvent inquisitoire, accusatoire. Absolument, et en ce sens-là... Qu'est-ce qui changerait en deux mots pour que chacun comprenne? C'est-à-dire qu'on aurait une enquête extrêmement rapide, de 15 jours ou 3 semaines, couverte par un secret absolu, sous l'autorité d'un parquet dont je ne suspecterai pas l'indépendance, avec bien sûr un juge de l'instruction, mais cette procédure aurait l'immense avantage de nous faire arriver très vite au débat libre, contradictoire, transparent de l'audience, parce que le processus pénal ne trouve son sens
que par une audience qui arrive le plus rapidement possible, où les charges sont débattues, où les médias contrôlent et où l'opinion publique est informée. Juste un tout petit mot, parce que Jean-Paul Garot, vous êtes à côté d'André Valigny, vous étiez le vice-président de cette commission d'enquête parlementaire, faut-il le préciser, député UMP de Gironde, et par ailleurs ancien magistrat. Vous avez décidé de faire revenir la balle dans le camp des politiques et vous faites signer une pétition, je crois qu'il y a plus de 60 députés, qui soutiennent votre proposition de créer une commission d'enquête visant à maintenir ce juge d'instruction. C'est le député, c'est le magistrat qui parle. Pourquoi vous souhaitez maintenir ce juge d'instruction? Vous, à l'inverse de Philippe Bilger d'ailleurs. Oui, alors il y a actuellement 84 députés de la majorité qui souhaitent tout simplement pouvoir travailler bien en amont d'un projet de loi sur ce sujet. Le débat sur le juge d'instruction est un débat, on le voit bien, qui est un débat très important, c'est la pierre angulaire de la procédure pénale. S'il y a changement, ce sera un changement effectivement radical. Et par rapport à cela, je considère que, comme il y a de multiples questions qui se posent et de multiples répercussions, je considère qu'il est tout à fait naturel que les députés, on a la légitimité pour ça, travaillent en amont, bien en amont, d'un projet de loi qui sera ensuite débattu au Parlement. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé effectivement une proposition de résolution, à l'image d'ailleurs de la commission d'Outreau. Nous avons très bien travaillé à la commission d'Outreau, opposition et majorité réunies. André Valigny dit on va pas recommencer. Hein. Elle n'aura pas le même poids peut-être tout de même, Jean-Paul Garot aussi. Mais simplement, ou mission d'information, peu importe comment on l'appelle. Ce qui compte, c'est que sur ce sujet, qui est un sujet très important pour le fonctionnement de la démocratie, pour le fonctionnement de l'État, pour les libertés individuelles, là on touche aussi à un vrai sujet de société. Il ne faut pas en rester dans quelques idées reçues. Le travail que nous avons eu par rapport à la commission d'Outreau est très important, mais attention, la justice française ne se résume pas uniquement à l'affaire d'Outreau. Il y a aussi d'excellents juges d'instruction. Et le principe d'un magistrat indépendant qui instruit à charge et à décharge est quand même un principe intéressant. On va y revenir à cette notion philosophique, je dirais presque à charge et à décharge, parce qu'elle a été critiquée, en tout cas contestée. Un petit mot de Philippe Bilger, puis j'aimerais entendre Marie-Lise Lebranchu par ailleurs, et puis Michel Huneau et Michel Vaxès. On appuie bien sur le micro, Philippe Bilger. Voilà. Mais sur la forme, puisque tout à l'heure vous avez eu l'obligeance de m'interroger sur le fond, sur la forme, je voudrais dire deux mots. Lorsque le président de la République a annoncé en janvier 2009 cette réforme sur laquelle théoriquement la commission Léger était censée réfléchir, eh bien on pouvait espérer que ce qu'il indiquait constituerait une ouverture qui permettrait à la commission Léger éventuellement d'approfondir, d'aller plus loin sa réflexion, de la porter au-delà et peut-être de tenir compte de toutes les critiques et de tous les avantages d'une procédure qui supprimerait le juge d'instruction. Mais apparemment, la commission Léger, si j'ai bien lu le pré-rapport, s'en tient peu ou prou à ce qu'a annoncé le président de la République. C'est pour ça que je trouve que l'initiative de M. Garot et maintenant de ces 83 députés est extrêmement intéressante parce qu'elle est susceptible de favoriser la continuation d'un processus de réflexion. C'est en ce sens-là, je trouve que vous avez apporté un élément très positif André Valigny dans n'est pas ce débat. d'accord. Au risque de torpiller peut-être les conclusions, puisqu'il y a 80 conclusions. Juste un mot avant de vous donner la parole, peut-être pour vous faire part de la première question du sondage dont je vous parlais tout à l'heure, le sondage CSA, parce que quand même, on parle de ce qui intéresse et concerne directement les Français. À la question, les juges remplissent-ils bien leurs fonctions? Qu'en pensez-vous? 71% des Français ont répondu, toutes sensibilités politiques confondues, ont répondu oui. Confiance dans le juge d'instruction. André Valigny. Oui, il y a beaucoup de juges d'instruction qui font très bien leur travail. D'ailleurs, je suis en désaccord total pour une fois avec Philippe Bilger, parce qu'il dit que la plupart d'entre eux, ou quasiment tous, n'instruisent jamais à décharge. Je veux citer à décharge, André Valigny. Oui, enfin, il voulait dire par là qu'il n'instruisait qu'à charge. Bon, je veux citer deux exemples. Van Ruybeck, dans l'affaire de la petite Caroline Dickinson, a innocenté le SDF qui s'était lui-même accusé d'avoir violé la petite et de l'avoir tuée. La rumeur publique, tout le monde accusait ce SDF. Lui-même avait craqué, avait dit oui, c'est moi. C'était pas lui. Et Van Ruybeck a instruit à décharge, il n'était pas convaincu par ses aveux, et il a innocenté le SDF. Et le juge Thiel a innocenté, lui, le bagagiste de Roissy,
qui lui aussi s'était accusé parce qu'il avait craqué la rumeur publique. Tout le monde accusait ce bagagiste de Roissy d'avoir mis des armes dans un coffre de voiture. On le suspectait de terrorisme. Le juge Thiel a innocenté ce bagagiste parce qu'il n'était pas convaincu par ses aveux. Donc les juges d'instruction font très souvent et heureusement très bien leur travail. Je veux revenir d'un mot sur la réforme. Est-ce qu'on va s'arrêter dans ce pays de faire des réformes pénales et de procédures pénales sans arrêt, et sans attendre que les réformes votées soient mises en œuvre? Je redis ce que j'ai dit et je ne dirai que ça ce soir, parce que l'indépendance de la justice, Marie-Lise Lebranchu va sûrement en parler, elle aura raison, l'égalité des citoyens devant... Les arguments sont très nombreux pour maintenir le juge d'instruction. Moi, je dis autre chose. Je dis que le Parlement a voté une loi, Philippe Houillon l'a votée, Jean-Paul Garot l'a voté, Michel Hulot l'a voté. La droite a voté une loi instaurant la collégialité de l'instruction. On est en train de mettre en place les pôles de l'instruction. Tout ça doit être opérationnel au 1er janvier 2010. Rachida Dati a même pris prétexte de ça pour réformer la carte judiciaire, ce qui lui a permis de fermer des tribunaux d'instance, ce qui n'avait rien à voir d'ailleurs, je referme la parenthèse. Cette réforme n'est pas encore opérationnelle, elle n'est pas encore mise en œuvre, que Nicolas Sarkozy la balaie d'un revers de main. C'est insupportable pour le Parlement, et pour les magistrats, et pour les avocats, qui demandent grâce qu'on arrête de faire des réformes, qu'on essaie de faire marcher ce qui a été voté par le Parlement. Arrêtons d'empiler les assiettes. Marie-Lise Lebranchu, députée socialiste du Finistère, ancienne garde des Sceaux. Un mot tout de même, parce qu'il n'a pas été évoqué, ce n'est pas l'objet de l'émission, mais ce juge Burgot, entièrement responsable parce qu'incapable de juger à charge et à décharge, ou victime d'un système qui dysfonctionne globalement? Écoutez, en tant que garde des Sceaux, j'ai eu à m'occuper de deux affaires. L'affaire Outreau, bien sûr, qui était en cours. Et moi, j'ai souvent beaucoup moins parlé que d'autres parce que j'étais à l'intérieur du ministère et je me souviens des pressions concernant les juges de l'instruction, les juges, les magistrats, les ministres, les politiques qui couvraient les réseaux, etc. Une ambiance absolument terrible qu'heureusement on ne connaît plus aujourd'hui. Et puis l'affaire des disparus de Lyon. Et deux cas donc opposés. Et dans ces deux cas, on découvre qu'effectivement, humainement, un magistrat peut ne pas faire son travail correctement, dramatiquement dans le cadre du juge Burgot, mais dramatiquement aussi dans le cadre de l'affaire des disparus de Lyon et pour ceux qui appellent par les noms des gens, Émile Louis. Donc, à chaque fois, j'ai trouvé, moi, deux choses importantes. C'est pourquoi je rejoins ce que disait André Vallini, pardonne-moi. Il faut absolument arrêter de réformer tout et regarder les choses de très près, y compris avec les pôles de l'instruction tels qu'ils vont fonctionner. D'abord, il y a très peu d'affaires qui sont prises en charge par un juge de l'instruction, on y reviendra peut-être. Mais dans les deux cas, c'est le problème de la défense qui est posé, je crois. Et on l'avait vu dans le rapport. Le problème de la détention provisoire, les conditions d'abord de garde à vue, le problème de la détention provisoire, la culture de l'aveu. On incarcère, qui fait qu'on retrouve dans le rapport Léger quelque chose qui me choque sur les avocats en disant on ne peut pas faire une enquête à charge et à décharge de bonne qualité si l'avocat est là. Bref, je crois qu'on a tout un faisceau comme ça de sujets. Et c'est vrai que dans le cas des disparus de Lyon, les familles des disparus n'avaient pas, les moyens matériels, intellectuels et ne connaissaient pas l'appareil de la justice et n'ont pas su réagir. Et dans le cadre de l'affaire Outreau, où est la défense pendant les premiers mois? Donc voilà, moi je pense que c'est pas parce qu'on va supprimer le juge d'instruction que la défense tout d'un coup va retrouver sa place. Preuve en est, c'est que dans le rapport Léger, on repose des questions. Moi je rejoins ce qui a été dit. Il faut peut-être poser un peu ces affaires sur la table, ces rapports, tous les rapports, et essayer de regarder comment ça va marcher, les pôles de l'instruction. Je trouve terrible qu'on lance un travail aussi lourd, publiquement. Vous rejoignez André Vallini. Ah oui, et ses collègues, parce qu'ils ont donné de leur temps et ils ont proposé cette collégialité. Alors, la collégialité, disons la collégialité. Regardons si ça marche, cette collégialité, si ça fonctionne, si on a assez de magistrats pour les affaires délicates. Comment on choisit à un moment donné de les transférer, etc. Il y a un vrai sujet d'observation, au moins une année, qu'on nous laisse au moins une année, première chose. Je vais essayer d'aller vite, même si c'est dur. Je vous propose un instant, avant que l'on donne la parole peut-être à ceux qui se destinent à ce métier, oui, que l'on regarde... Pour eux, et qu'on leur donne des moyens. Oui. Alors, qui est donc...
Qui est donc ce magistrat dont on dit parfois qu'il est trop puissant, qu'il travaille trop seul? Le juge d'instruction a pour mission, c'est écrit, de veiller à tout acte utile à la manifestation de la vérité. Il est en théorie indépendant pour mener l'enquête et il instruit à charge et à décharge, on en parlait en théorie aussi. Alors avant de retrouver nos invités et puis d'entendre effectivement les étudiants qui nous ont fait la gentillesse d'être avec nous ce soir, je vous propose de regarder ce portrait d'un juge. Elle exerce au tribunal de grande instance de Mulhouse. Elle nous a ouvert sa porte et aussi un petit peu son cœur. Vous allez voir, beaucoup de questions, quelques états d'âme aussi. C'est un reportage de Johan Rolla et Didier Martins. Elle le confesse avec le sourire. À la première rencontre au tribunal de Mulhouse, beaucoup de ses interlocuteurs sont surpris de découvrir une jeune femme de 31 ans. Loin des clichés, Marie-Blanche Régnier exerce la fonction de juge d'instruction depuis bientôt 5 ans. Sur ses étagères, près de 90 affaires en cours de traitement. On passe d'une affaire d'agression sexuelle à une affaire de vol en bande organisée. On est sur des problématiques qui sont très différentes. J'ai tous les jours des gens dans mon bureau et il se passe des choses en général vraiment importantes parce qu'on touche à l'intime, on touche au parcours, des parcours qui sont souvent chaotiques, on touche à la souffrance parfois. Derrière chaque ligne de procédure, derrière chaque nom, le poids d'une immense responsabilité. Superviser des investigations lourdes de conséquences pour les justiciables. Interrogatoire, saisie, rencontre avec les enquêteurs, reconstitution, rapport d'experts. Plusieurs mois, plusieurs années sont parfois nécessaires pour mener l'instruction à son terme. On a fait d'énormes progrès en matière d'analyse informatique, de téléphonie, de recherche ADN. Cela étant, je crois qu'il ne faut pas non plus penser qu'on est, comme dans des séries télévisées, à même d'avoir des preuves matérielles et scientifiques dans tous les dossiers. C'est aussi tout simplement la parole des uns comparée à celle des autres. C'est aussi des expertises de personnalité quand on a un dossier qui a plus une dimension psychologique. Parole, preuves matérielles. Tout au long de l'enquête, il faut instruire à charge et à décharge, cultiver le doute. Mais à la fin, il faut choisir, seul, ordonner un non-lieu ou renvoyer l'affaire au tribunal, devant d'autres magistrats. Là, vous avez la salle d'audience du tribunal correctionnel de Mulhouse. Je crois qu'il faut être humble, c'est-à-dire qu'il faut savoir accepter qu'on peut se tromper. Il faut essayer de tout faire pour ne pas se tromper, mais il faut aussi savoir qu'on est nous-mêmes des êtres humains. La justice n'est pas une science, donc elle ne peut pas être une science exacte. Encore une fois, elle travaille sur l'humain, donc elle ne travaille pas avec des automatismes, avec un côté mécanique. Ni robot, ni chevalier blanc, et trop souvent isolé dans ses décisions, le juge d'instruction a parfois ses faiblesses. Mais pas question pour Marie-Blanche de cautionner sa suppression pure et simple. Changement de décor, changement de casquette, réunion syndicale à Paris. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, cette réforme de la procédure pénale, elle touche monsieur tout le monde. Elle touche à la fois des affaires dites de violence urbaine, comme les incendies de véhicules, elle touche les affaires de violence policière, dont certains justiciables peuvent avoir à se plaindre parfois. Elle touche des affaires liées à la santé, quand vous avez des dysfonctionnements dans un hôpital, dans une clinique. Et donc, tout justiciable est amené à certains moments avoir besoin de la justice, et il a besoin d'une justice indépendante, il a besoin d'une justice qui lui garantisse l'impartialité dans la conduite d'une enquête. Parmi les contre-propositions du syndicat, la mise en place de la collégialité de l'instruction promise par la loi après l'affaire d'Outreau n'est plus vraiment d'actualité. Alors évidemment, une réforme combattue par un certain nombre de syndicats de la magistrature. Deuxième expert, deuxième témoin qui va venir confronter ses idées avec nos invités députés. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Gudicelli, les juges d'instruction à Paris et présidente de l'Association française des magistrats, instructeurs, juges d'instruction à Paris. Merci de nous rejoindre, merci de venir rejoindre cette salle Lamartine. Juste une question simple, une question qui avait été posée dans le sondage CSA. Quels sont les qualificatifs
que vous attribueriez pour justifier des compétences ou pas d'un juge? C'est quoi un juge d'instruction pour vous? Un bon juge d'instruction? Un bon juge d'instruction pour moi, c'est d'une part un bon directeur d'enquête et d'autre part un magistrat qui a des capacités d'écoute suffisantes pour faire vivre réellement le contradictoire. Donc c'est à la fois l'alliance de capacité de direction d'enquête et encore une fois d'écoute et d'écoute réelle pour faire vivre le contradictoire. Alors la question posée aux Français, c'était quel qualificatif correspond d'après vous le plus au juge d'instruction? Et à 75%, ils parlent de compétent, il faut qu'il soit compétent, bien formé et impartiaux entre l'accusation et la défense à 63%. Indépendants à 56%, qu'en pensez-vous? Sont-ils indépendants? La réalité déjà du statut, en effet, du juge d'instruction qui est un magistrat du siège, c'est en effet l'indépendance du statut. Et la réalité quotidienne, telle que vous l'avez vu dans le reportage, c'est en effet une indépendance au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance au quotidien? Ça veut dire qu'en effet, on ne reçoit pas, on n'a pas à demander, on ne reçoit pas d'instruction de qui que ce soit dans la conduite des dossiers. Oui. Comment vous recevez la position Michel Vaxès, par exemple, ou Michel Huneau, Michel Vaxès, député communiste, ou Michel Huneau, député Nouveau Centre? Comment vous regardez la position de cette magistrate qui dit que finalement, et comme les Français d'ailleurs, c'est l'indépendance d'abord qui est importante? Est-ce que ce n'est pas un mythe, tout simplement, cette indépendance dont tout le monde parle? Non, je ne pense pas. Moi, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit par cette magistrate. Je pense effectivement que l'exercice, l'acte de juger, suppose beaucoup d'humilité. D'ailleurs, le reportage que vous avez produit tout à l'heure par une jeune magistrate illustre bien ce souci de prendre la mesure de ce qui est humain, des erreurs qu'on peut évidemment commettre et qui justifie complètement les orientations vers lesquelles s'est décidée la commission d'enquête d'Outreau, proposant de faire vivre la collégialité. Mais cette question, ce n'est pas une question pour après-demain, c'est une question pour tout de suite, parce que déjà la loi de 2007 a mis en place les pôles de l'instruction qui permettent cette collégialité. Déjà se dessine, et c'est prévu pour 2010, la mise en œuvre de la collégialité. Et je vous avoue avoir quelques difficultés à comprendre que les orientations telles qu'elles ont été définies par la commission d'enquête, d'une part, qui sont approuvées unanimement par les représentants de tous les groupes politiques, qui sont bien reçus par l'ensemble des professionnels, magistrats, avocats, y compris par la chancellerie. Surpris du contre-pied présidentiel, c'est ça? Surpris par le contre-pied du président ou de la volonté de réformer. On met des pôles de l'instruction en place aujourd'hui. On envisage de mettre en œuvre la collégialité et sans même que le rapport Léger ait été produit, on prend la décision, le président de la République prend la décision du contre-pied de l'ensemble de ces orientations. J'avoue que c'est difficilement compréhensible. Juste un tout petit mot, parce qu'évidemment, on n'a pas oublié les étudiants qui vont parler. C'est aujourd'hui, c'est demain, ils sont là, ils sont étudiants, ils dessinent à cette carrière. Parce que vous allez, comme on dit, entrer dans la carrière. Mais juste un tout petit mot, Catherine Guidicelli, sur ce qui vient de se dire. On utilise depuis le début de l'émission collégialité, collégialité, collégialité. Vous êtes une actrice du dossier, concrète, vous travaillez. C'est possible concrètement de travailler de manière collégiale quand on traite d'un dossier à trois. C'est comme demander à un journaliste de partager une enquête, un sujet. C'est très compliqué. C'est en effet compliqué, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre. Tel que ça l'a été indiqué tout à l'heure, les pôles de l'instruction sont en train de se mettre en œuvre, la cosaisine se développe, les magistrats, les juges d'instruction apprennent à travailler ensemble et font preuve de leur efficacité. Juste ce que j'aimerais rajouter pour qu'on comprenne aujourd'hui ce que c'est que la réalité de l'instruction. Le juge d'instruction, c'est le spécialiste des enquêtes criminelles et des enquêtes complexes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est 5% des affaires,
Même 4%, je suis d'accord avec la baisse du pourcentage, la réalité c'est 4% aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est que ces affaires? C'est principalement des affaires de réseau, c'est les réseaux de prostitution internationaux, c'est les filières d'immigration clandestine, c'est le trafic de stupéfiants. Alors j'entendais Philippe Bilger tout à l'heure dire il faut vite que l'audience arrive pour que c'est la réalité de l'audience, c'est l'instant de l'audience qui va permettre le jugement. Certes, mais pour démanteler un réseau, c'est pas à l'audience que ça se fait. Donc le juge d'instruction, c'est aussi le spécialiste de ces enquêtes-là qui doivent être menées de manière efficace. Et justement parce que c'est des affaires graves, avec des enjeux pénaux pour les individus très importants, c'est des enquêtes qui doivent être menées de façon contradictoire. Et c'est ce que garantit l'instruction aujourd'hui. Et en effet, pour ces enquêtes, les pôles de l'instruction, et notamment les JIRS, les fameuses juridictions interrégionales spécialisées en matière de criminalité organisée qui existent depuis un certain nombre d'années, font preuve aujourd'hui de leur efficacité. Le procureur de Marseille a utilisé le terme « la JIRS de Marseille, machine de guerre contre la criminalité organisée ». Souhaite-t-on aujourd'hui se priver de cet outil? C'est la question que je pose et qui doit être inclus dans le travail complémentaire. Moi, je m'associe et je remercie... Petit sourire de Philippe Bilger, excusez-moi. Peut-être petit sourire, mais je souhaite juste dire que je remercie Monsieur Garot d'avoir fait cette proposition de résolution de travail complémentaire, parce que je pense qu'en effet, c'est aussi ces questions dont doivent s'emparer les parlementaires aujourd'hui, après l'annonce présidentielle. Mais en tout cas, les juges d'instruction sont prêts aujourd'hui et commencent à travailler ensemble. Mais c'est sûr qu'il faut du temps, c'est un changement de culture professionnelle. Vous allez prendre la parole, hein, Catherine Guidicelli, je vous assure. D'accord, non, mais j'ai tellement peur que vous ne me la redonniez pas que... Parce que ce ne sont pas que les affaires que vous venez de tisser, ce sont aussi les scandales politico-financiers, aussi les affaires de santé publique éminemment compliquées. Philippe Bilger. Le président Valigny, tout à l'heure, croyait très aimablement me contredire lorsqu'il a évoqué Van Rynbeek et Gilbert Hill. C'était précisément, dans mon esprit, ces juges emblématiques qui tranchent sur l'ordinaire de l'instruction. Premier point. Deuxième point, il y aurait beaucoup à dire sur l'excellente intervention de ma collègue. Mais quand on regarde la longueur des procédures d'instruction dans les affaires importantes, en effet, que vous évoquez, et qu'on constate ensuite, à l'audience, la plupart du temps, la raréfaction des peines, parce que tout simplement, on arrive après une instruction interminable, eh bien, je me demande si un système accusatoire dans sa pureté, entendons-nous, pas du tout dans la commission Léger, n'offrirait pas et les garanties de sévérité et les garanties d'impartialité. Troisième, pardon, une seconde, qui a parlé d'indépendance? Je crois que l'indépendance, c'est fondamental, mais la qualité essentielle d'un magistrat, à l'instruction ailleurs, c'est l'impartialité. L'indépendance est fondamentale, mais la qualité supérieure, c'est l'impartialité. L'indépendance ne la garantit pas nécessairement. Sans elle, elle ne peut pas exister. Je disais tout à l'heure, en ouvrant cette émission, que des élèves de différentes écoles nous avaient rejoints. Vous avez précisément préparé une question sur l'indépendance. Vous qui vous destinez à être magistrat, si vous voulez bien vous présenter peut-être Pierre et nous dire de quelle école vous venez. Bonjour, donc Pierre Giraud, je suis élève à l'École nationale de la magistrature. Et j'avais une question justement portant sur l'indépendance, plus exactement sur l'absence d'indépendance, en tout cas statutaire, du procureur de la République et sur l'évolution du corps judiciaire en France, puisqu'un arrêt important rendu par la Cour européenne des droits de l'homme en juillet dernier considère que le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire, puisqu'il lui manque notamment l'indépendance. J'aurais voulu savoir quelles conséquences vous pensez que cela pourrait avoir sur le corps judiciaire en France, sur l'éventualité d'une scission et l'impossibilité éventuelle de passer du siège au parquet comme c'est le cas actuellement. En termes de carrière, si vous voulez dire, on peut effectivement passer du siège au parquet. Qui veut répondre? Peut-être Philippe Bilger ou Catherine Guidicelli? De toute manière, je ne sais pas, je ne suis pas capable de théoriser comme vous sur cet arrêt qui est fondamental. Mais pour ma part, je serais tout à fait partisan, et je sais que cette position est minoritaire, d'une séparation radicale entre le siège et le parquet,
parce que je crois que c'est la seule manière de rendre lisible, visible pour le citoyen une justice qui ne serait plus soupçonnée. Si, dans Outreau, par exemple, nous avions eu une procédure qui mettait le procureur d'un côté clairement et le juge clairement de l'autre, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette pensée unique dévastatrice qui fait que la magistrature aujourd'hui ne cesse pas de payer les tragédies collectives d'Outreau. Michel Huneau, je voulais faire une blague, on a trait quand Philippe Bilger parlait de la longueur. J'allais dire c'est de la faute à la défense. Alors vous êtes député Nouveau Centre de Loire-Atlantique, puis avocat par ailleurs. Comment vous regardez cette position à la fois de Catherine Guidicelli sur la défense de ce juge d'instruction nécessaire, utile? Eh bien, d'abord, je voudrais vous remercier de votre intervention puisque vous avez rappelé les chiffres. 4% des affaires. On parle donc pour 4% des affaires. Faut-il réformer? Je pense que oui. Vous avez rappelé que nous étions là, dans une salle qui a servi de lieu à la commission d'enquête parlementaire dite d'Outreau. Il y a eu une commission d'enquête parce qu'il y a eu des dysfonctionnements. Et donc moi, je suis plutôt pour la réforme plutôt que pour le statu quo. Alors, de quoi parlons-nous? On dit que le président de la République a annoncé la suppression du juge d'instruction. Dernièrement, il y a quelques jours, la commission Léger a déposé ses propositions, un rapport d'étape. Je crois qu'il faut garder à ce débat une certaine sérénité, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui par quoi va être remplacé le juge d'instruction, puisque le Parlement va être amené à se prononcer et peut-être à amender le projet qui sera déposé devant le Parlement. Je crois que nous devons nous réunir sur des objectifs. Et je vous rejoins concernant l'indépendance. Il faut apporter des garanties, mais surtout des garanties pour que le juge ait réellement les moyens de son enquête et que les intérêts de la personne, notamment tout ce qui concerne la présomption d'innocence, soient garantis. Je pense là, on l'a assez dit pendant ces travaux de la commission d'enquête parlementaire, les lieux de garde à vue, la détention provisoire, tout ça, ce sont des pistes non seulement de réforme, mais sur lesquelles il faut que nous nous réunissions dans un sens de concilier à la fois l'enquête, la liberté des prévenus, et puis l'exigence de la vérité. Car souvent, et on l'a dit pendant la commission d'Outreau, le juge d'instruction, il est très seul, et votre reportage vient de le montrer, cette jeune femme de 21 ans qui a des dossiers très importants et qui est seule. Et je crois donc qu'il faut donner des moyens, et c'est vrai que la collégialité était une piste qui nous avait rassemblés dans les conclusions de la commission d'Outreau. Valérie, un tout petit mot. Si vous êtes courte, vous vouliez prendre la parole parce qu'on a dit que la salle participerait très court parce qu'effectivement le temps file, puis on a d'autres thématiques évidemment. Ausculter la réforme. On vous écoute rapidement. Je vais essayer d'être courte. Je souhaiterais quand même intervenir et mon propos rejoindra celui de M. Vallini sur la succession des réformes. Parce qu'on a vu que le juge d'instruction, il était envisagé sa suppression par la commission d'enquête parlementaire, mais ça a été écarté. Le rapport de cette commission présentait également le système allemand, avec un juge de l'enquête dont les prérogatives sont très proches de celles du futur, peut-être, juge de l'enquête et des libertés proposé par la commission Léger. Donc on a vraiment l'impression que cette commission Léger prend le contre-pied de la commission parlementaire Outreau. Et nous sommes un peu inquiets parce qu'on a l'impression qu'une nouvelle réforme, alors même que la réforme de mars 2007 n'est pas encore entrée en vigueur, va créer de l'insécurité juridique. Et ce n'est pas seulement pour les justiciables, mais également pour nous, pour les professionnels du droit. Une réponse courte de Philippe Pouillon pour essayer de répondre Courte. Moi, j'ai plein de choses à dire avec tout ce que j'entends. Mais l'émission n'est pas finie. Frustrant. Mais avant qu'on vienne dans le détail de la réforme. En style télégraphique, j'ai bien lu les sondages. Je les ai vus. C'est bien, mais moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait des sondages, enfin, dans lesquels les Français disent qu'ils ont confiance dans leur justice. Ce qui n'est pas le cas. Non. Mais quand... Oui. Non, mais je vous interromps un instant. Sur le juge d'instruction, etc., sur la compétence, mais le juge de paix. Sur la confiance en général, on a du travail, tous autant qu'on est d'ailleurs, on a du travail à faire là-dessus. Bon, et ça c'est important, et c'est une réponse au niveau des garanties, et il faut travailler là-dessus. Sur la séparation des professions, moi, tout à fait l'avis de M. Bilger, je pense que ce n'est pas les mêmes métiers.
C'est-à-dire que d'un côté, il y a le métier qui consiste à faire l'accusation, si vous m'autorisez l'expression, et de l'autre côté, le juge indépendant, juge du siège, et on ne passe pas de l'un à l'autre. Bon. Et enfin, on parle beaucoup des pôles de l'instruction. Il faut quand même savoir ce que c'est que les pôles de l'instruction. Ça ne veut pas forcément dire que les juges d'instruction travaillent ensemble. Ça veut dire que, au lieu qu'il y ait un seul juge dans une juridiction, on fait des pôles où il y a plusieurs juges, mais qui ne travaillent pas ensemble forcément sur la même affaire. Ça suppose qu'il y ait une co-saisine pour qu'ils travaillent sur la même affaire, et la pratique est encore à développer, même si elle progresse, je suis d'accord avec vous là-dessus. Voilà, donc oui. Vous vouliez réagir, Paul Garot, très court, de manière à ce qu'il puisse y avoir un échange et le maximum de prise de parole. Et puis on va venir au détail de la réforme. Le temps parce que vous vouliez réagir à ce que disait. Oui, tout à fait, très court, bien sûr. Mais il faut savoir qui va enquêter véritablement pour remonter les réseaux, pour identifier les auteurs, les victimes. Alors, dans la commission Léger indique c'est le parquet qui va faire ce travail, c'est-à-dire qui va effectivement instruire, et qui va instruire à charge, bien sûr, puisque c'est le parquet, mais qui va instruire aussi à décharge. Alors là, je ne comprends pas, finalement, et même je me demande si c'est vraiment juridique, si le parquet, qui est partie à la procédure, peut véritablement instruire à décharge. Je ne comprends pas. À partir du moment où on dit qu'un juge d'instruction, juge indépendant, magistrat du siège, est schizophrène, parce qu'il ne peut pas instruire à charge et à décharge, comment peut-on dire, mais le parquet, lui, qui est pourtant parti au procès, qui représente l'accusation, peut instruire à décharge. Il y a quelque chose là qui me semble tout à fait anormal. Jean-Paul Garou, vous me faites le lancement parce que vous auriez pu lancer ce sujet, parce qu'on rentre effectivement au cœur de ce dossier. On va essayer d'approfondir effectivement la volonté de réforme du chef de l'État. C'était en janvier dernier. Il souhaite évidemment supprimer ce juge d'instruction au profit du juge de l'instruction. Alors, comment ça va marcher? À quoi va ressembler notre paysage judiciaire si d'aventure cette réforme venait à voir le jour? Regardez ce sujet extrêmement pédagogique de Myriam Ankawa et de Kitri Nguyen. 9 mars 2008, la commission Léger remet son rapport d'étape à la garde des Sceaux. Un déjeuner à la chancellerie pour discuter des premières pistes de réforme. La commande présidentielle a été suivie, le juge d'instruction est supprimé, la direction des enquêtes confiée au seul parquet. Nous redonnons toute la force, toute l'ampleur des fonctions d'un juge à un juge. Et ça, je tiens vraiment à le souligner. Parce que cet ensemble que nous proposons, il y a un parquet qui poursuit, mais à côté un juge qui s'assure de la loyauté du débat et qui prend, à la demande du parquet, les mesures qui s'imposent. Dans ce nouveau modèle, les pouvoirs du parquet sont accrus. Le procureur récupère ceux du juge d'instruction. Il devient seul responsable de l'enquête, à charge et à décharge, le tout avec le soutien de la police judiciaire. Le juge d'instruction, lui, est remplacé par le juge de l'enquête et des libertés. En clair, il contrôle le respect des droits des deux parties, la défense et les parties civiles. Pour cela, il possède un droit de veto sur les actes du parquet, placement en détention provisoire, prolongation de garde à vue, perquisition ou encore écoute téléphonique. Il peut aussi l'obliger à accéder à une requête de la défense ou des parties civiles, exemple, une demande de reconstitution. Enfin, les droits de la défense sont renforcés notamment par un entretien d'une demi-heure de l'avocat avec son client dès la première heure de garde à vue. Des contre-pouvoirs pour garantir la loyauté de l'enquête, sauf que dans ce nouvel édifice, le parquet dépend toujours de la place Vendôme. Le pouvoir politique nomme et promeut ses magistrats. À la majorité, les membres du comité ont estimé qu'il ne fallait rien changer, laisser les choses se faire. Et puis, comme je vous l'ai dit, les magistrats du parquet ont le sentiment d'être indépendants, tout en étant, bien sûr, hiérarchiquement subordonnés à leur chef. Il y a une minorité de membres du comité qui pensent qu'il faudrait mieux aligner le statut, enfin les modes de nomination des magistrats du parquet sur le mode de nomination des magistrats du siège. Voilà. Magistrats pour une justice indépendante. Des pressions politiques sur le parquet, c'est la principale crainte des magistrats et des avocats. Dans cette nouvelle architecture, des risques d'inertie dans les affaires politico-financières existent. Des craintes qui portent aussi sur l'apparition d'une justice à deux vitesses, avec un avocat devenu indispensable. Il faut avoir les moyens. Avant d'accueillir notre prochain grand témoin, je voudrais remercier Philippe Bilger qui doit nous quitter. Merci beaucoup d'avoir
d'avoir participé à cette émission et je vous propose d'accueillir Jean-Yves Le Borgne. D'avoir porté le fer. Voilà, merci. Filez à votre rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci bien. Nous accueillons comme nouveau grand témoin Jean-Yves Le Borgne. Merci beaucoup. Je vous en prie, prenez place. Vous êtes avocat et au barreau de Paris et président de l'Association des avocats pénalistes de France. On a parlé des droits de la défense, on a parlé de l'indépendance du juge d'instruction. On a envie d'entendre un avocat. Les droits de la défense seraient-ils mieux respectés si le juge d'instruction était supprimé ? Écoutez, je crois que le vrai problème ne tient pas trop aux droits de la défense, quelque important qu'il soit, mais à l'équilibre de cette phase préliminaire du procès pénal qu'est l'enquête. Et toute la question tient dans le fait de savoir si on peut laisser le juge d'instruction tel qu'il existe. J'ai entendu ce que disait Mme Giudicelli et un certain nombre d'autres personnes. Je crois que ce déchirement du juge d'instruction entre l'équilibre des droits et des autres, une certaine objectivité, une certaine impartialité, et puis cette sorte d'agressivité de l'enquêteur qui doit bien prendre une hypothèse de culpabilité pour engager son enquête, fait qu'il fallait en sortir et qu'au fond, la réforme préconisée par le président de la République est une manière de donner un peu un coup de pied dans la fourmilière et de repartir à zéro avec un juge dont la seule mission sera enfin une vraie mission de juge, celle d'arbitrer entre, d'un côté, un enquêteur qui posera des hypothèses qui ne seront que des hypothèses et la défense qui jouera son rôle. Au fond, le vrai problème du système actuel, c'est que c'est un juge qui pose et qui dit qu'il y a des charges. Ce qui fait que le dernier stade, celui qui est le jugement, l'audience publique, est nourri par un dossier qui a déjà été constitué par un juge. Savez-vous que dans un procès d'assises, par exemple, on commence pratiquement l'audience par la lecture d'un acte d'accusation, mais cet acte d'accusation n'a pas été rédigé par le parquet, comme on pourrait, je dirais, naïvement le croire, mais est une ordonnance d'un juge d'instruction ou éventuellement un arrêt confirmatif d'un autre juge. Il fallait en finir avec ce caractère hybride d'un juge qui accuse, d'un juge qui enquête. Il fallait que le juge soit dans cette distance et dans cette neutralité. Alors maintenant, sur le terrain des détails de la réforme, qui nous est annoncée d'une manière un peu encore très approximative, il y a peut-être à dire, et puis je dois vous confesser que le pré-rapport de la commission Léger me laisse un peu sur ma faim et me paraît marqué par un je ne sais quoi de timidité regrettable. Maryse Lebranchu, juste une question, parce que on rejoint les propos de Maître Le Borgne. Est-ce que c'est possible d'avoir un parquet indépendant et de faire en sorte que le parquet soit véritablement indépendant? Cette question-là reste toujours en suspens. Il y a un lien très fort entre le politique, entre le ministre de la Justice et le ministère de la Justice et les parquets. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut imaginer qu'en France, qu'un jour, il y ait une véritable indépendance qui permette d'engager une véritable réforme approfondie? On a compris votre question. Si vous me demandez si le parquet est indépendant, je vous réponds non, il ne l'est pas. C'est un état du fait, un état de droit pratiquement, parce que à partir du moment où on prend des instructions individuelles, à partir du moment où chaque matin, et je crois que tout le monde doit le savoir, parce qu'on n'est pas dans un débat, il ne faut pas qu'on reste dans un débat de spécialistes, mais qu'on parle aux citoyens. Tous les matins, sur le bureau du garde des Sceaux, il y a quoi? Il y a les affaires qui peuvent atteindre à l'ordre public, créer un trouble, quelle qu'en soit la nature d'ailleurs. Donc c'est quoi? C'est les affaires politico-financières, implication de personnalités connues, journalistes, politiques. Et puis, les grands drames. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, je préférais qu'on parle effectivement d'une réforme de l'instruction que d'avoir une instruction en direct sur la radio au fur et à mesure des événements. C'est vrai que je pense qu'à partir du moment où on dit c'est le parquet, imaginons, puisque vous êtes sur cette position, je ne peux pas croire qu'il n'existe aucune tentation de la part d'un garde des Sceaux, de son entourage, sur une affaire qui arrive le matin, d'un coup de fil pour demander un certain nombre d'explications. Je ne peux pas le croire aujourd'hui. Nous avions, nous, pris cet engagement avec Lionel Jospin. Je peux vous dire que c'est extrêmement difficile quand vous avez sur votre bureau un nom connu
de ne pas bouger. Moi, ça m'est arrivé, j'ai eu à ne pas bouger, mais je pense que ça doit être garanti d'abord. Donc on commence par là. On commence par rendre le parquet totalement indépendant. Sinon, ça ne pourra pas avancer. Et je pense que même dire si rien ne bougeait aujourd'hui, je souhaite l'indépendance totale du parquet. Et je pense que ça passe par le problème de la carrière et la nomination. Aujourd'hui, ce n'est pas bien qu'il n'y ait pas un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Et je pense que peut-être, monsieur l'avocat, êtes-vous certain qu'il n'y a aucune influence entre les uns et les autres? Moi, je n'en suis pas certaine, voyez-vous. Et dans le doute, je ne m'abstiens pas s'il s'agit de la justice. Voilà, c'est très concret. Nos étudiants, vous vouliez intervenir? Allez-y. Bonsoir, Clémence Brassens. Je suis élève avocat à l'école de formation du barreau de Paris. Et ce que nous nous demandions en tant que futurs avocats, c'est dans quelle mesure notre rôle, le rôle de l'avocat, serait-il renforcé tant dans les droits de la défense que dans sa participation active à l'enquête. Jean-Yves Le Borgne. Écoutez, moi, je pense d'abord que se pose le problème de ce parquet que l'on brandit un peu comme une sorte de monstre. Je trouvais votre propos, Madame le Ministre, un peu paradoxal, en ce sens que vous nous expliquiez concret, tout de même. que, oui, concret certes, mais vous nous disiez, je ne suis jamais intervenu, mais on ne peut pas complètement exclure que des interventions existent. Vous voyez que quand vous étiez aux affaires, il n'y en avait pas, ce qui est déjà rassurant. Du moins, c'est ce que vous nous avez dit. Soyez gentil de répondre à la question de la jeune oui. fille. Alors, d'abord, sur ce terrain, pour la question que vient de poser ma future consoeur, c'est difficile de répondre. C'est difficile de répondre parce que nous ne savons pas très précisément ce que sera la procédure demain, mais je préfère 1000 fois plus me trouver devant un juge de l'enquête et des libertés en lui disant les éléments que le parquet a apportés au dossier sont insuffisants, il faut engager telle nouvelle enquête parce que cette enquête est insuffisante, plutôt que de demander à un juge d'instruction qui va considérer qu'au fond, dans cette sorte de supériorité qui est celle du juge du siège, il a fait ce qu'il devait faire, avec un contrôle complètement illusoire qui est celui de la chambre de l'instruction, la cour d'appel qui juge d'un éventuel refus d'un juge d'instruction, et qui va être composé de qui? D'anciens juges d'instruction qui font confiance à leurs collègues. Connivence. Au fond, non mais la vraie égalité. Connivence, enfin en tout cas, complicité. Oui, c'est ça. Catherine Gouchelli, intervenez rapidement parce qu'un étudiant, allez-y, rapidement. J'interviens rapidement sur 2 points. D'abord, pour répondre à la question qui a été posée, une des propositions du rapport Léger, c'est par exemple d'accroître le rôle de l'avocat en garde à vue. On peut tout à fait faire ça, et c'est sans doute une nécessité, sans supprimer le juge d'instruction. C'est-à-dire que la question des droits de la défense dans les 95% des dossiers qui ne donnent pas lieu à instruction, 96% pour revenir à la statistique exacte, et sur le rôle de l'avocat en garde à vue, c'est pour moi une question indépendante du juge d'instruction. Deuxième point, on parle du juge de l'enquête et des libertés. Le modèle du juge de l'enquête et des libertés, c'est le juge des libertés et de la détention existant actuellement avec des pouvoirs renforcés. Est-ce que le JLD a fait ses preuves? Je ne trouve pas que oui. Outreau, on en a parlé. Alors, Jean-Paul Garot. Jean-Paul Garot, il a ce point. Le JLD, ça marche pas. La commission d'Outreau, nous avions demandé à la commission d'Outreau le maintien du juge d'instruction et la suppression du juge de la liberté et de la détention. Parce que qui met en détention dans l'affaire d'Outreau? Eh bien, ce n'est pas le juge d'instruction qui met en détention, c'est le juge de la liberté et de la détention. Et donc, avec le juge de l'enquête et des libertés, eh bien là, nous avons une sorte de super juge de la liberté et de la détention. Et qui est encore un juge unique. C'est-à-dire qu'on enlève du juge unique, juge de la liberté et de la détention, le contentieux de la détention provisoire, pour le donner à un autre juge unique. Ce qui est tout à fait anormal. Et simplement un mot sur le parquet, et notamment sur le parquet indépendant. Le parquet, ce sont des magistrats, à mon avis, à part entière, qui ont un rôle éminent, celui de l'application d'une politique pénale sur tout le ressort de la République. Et donc, si vous avez un parquet indépendant, vous aurez une politique pénale à Bordeaux, une politique pénale à Paris, et une application qui peut être totalement différente. C'est l'exemple de l'Italie. On lit l'inverse, Jean-Paul Garot. C'est l'exemple de l'Italie où ça marche très mal. Jean-Paul Garot, on lit l'inverse, que des politiques pénales varient en fonction des régions. Très rapidement, Marie-Gilles Bonjour, vous disiez au non, et puis la jeune fille qui attend patiemment. Les instructions de politique pénale s'appliquent à tous, et je pense que ce qui ne marche peut-être pas dans la magistrature, et les questions qu'on doit se poser aussi, c'est le rôle de la hiérarchie.
C'est-à-dire qu'il y a des moments où, effectivement, il faut se poser des questions. Si vous dites qu'à Bordeaux ou à Morlaix, c'est pas la même chose, enfin, à Morlaix, on n'aura plus de tribunal. Donc, le problème, ce n'est pas les instructions de politique pénale, ce sont les instructions individuelles. Je pense que ça, c'est une vraie question. Mais la seconde, c'est de rendre aux magistrats du parquet leur totale indépendance par rapport à leur carrière. Voilà, je crois que c'est pas indécent de se poser ce type de questions. C'est pas indécent. Mais je voulais juste finir mon propos sur les magistrats sont tous des magistrats. Effectivement. Vous disiez, ce sera beaucoup mieux le parquet. En quoi un magistrat du parquet serait-il plus ouvert au doute, par exemple, puisqu'on se faisait référence à l'affaire d'Outreau, qu'un juge de l'instruction? Moi, c'est une question que je me pose. En revanche, ce qui vous fait avancer, vous, et qui n'a pas été peut-être assez clairement expliqué, c'est qu'effectivement, le magistrat que vous aurez en face de vous accuse et que vous devez apporter des éléments pour équilibrer disons l'enquête, pour faire court par rapport à nos concitoyens. Donc, je termine, et, si vous permettez, le rôle de l'avocat, effectivement, devient extrêmement important, et je comprends que les avocats aient envie de faire ça. Sauf que je pense, moi, qu'il faut équilibrer les choses et que parfois on n'a pas d'avocat, et vous ne serez pas toujours là, monsieur, avec tout le monde. On n'a pas forcément d'avocats qui fassent tout ce travail, on n'en a pas forcément les moyens, il faudra se poser des questions. Et je pense que, à charge et à décharge, mais au moins à l'abri, le citoyen lambda qui n'a pas forcément de moyens. Je finis sur ce point. En revanche, et pour terminer, je crois que c'est les droits de la défense, la présence de la défense, l'accès au dossier, tout ça, on peut y travailler largement. La commission Outreau en a parlé, le rapport Léger en parle, sans supprimer, pardonnez-moi l'expression, le juge d'instruction. Vos collègues Piaf et un sondage nous attendent. Un sondage, rapidement, un élément du sondage. Que pensez-vous de la réforme de la suppression du juge d'instruction? Qu'en pensez-vous? Voilà les réponses des Français. C'est plutôt une bonne chose à 38%, c'est plutôt une mauvaise chose, 55% des Français. Voilà, visiblement, l'ensemble des Français, toutes tendances confondues, ne comprennent pas grand-chose et ne sont pas pour cette réforme. Mademoiselle, vous vouliez intervenir? À vous. Oui, merci. Bonsoir à tous. Aurélie Stoflik, élève avocat à l'école de formation du barreau de Paris. Je vais donc vous poser une question au nom de tous les élèves avocats qui sont présents avec nous ce soir. Je pense en effet que l'importance de la présence de l'avocat est indéniable dans cette réforme qui va peut-être avoir lieu. Néanmoins, je rejoins Maître Jean-Yves Le Borgne sur la timidité du dossier, puisqu'on a l'impression que même si l'avocat doit être présent, on a l'impression que lors de la détention provisoire, par exemple, puisqu'une durée maximale de la détention provisoire doit être instaurée, l'avocat ne pourra pas demander certains actes si les actes qu'il demande dépasseront ce délai. Donc on a l'impression que la présence de l'avocat est certes importante, mais qu'elle est limitée. Et donc la question que nous nous posons aussi, c'est justement sur ce délai maximal de la détention provisoire, comment cela techniquement est possible avec les problèmes d'audiencement qu'il existe, notamment devant les cours d'assises. Mademoiselle, ça c'est une question en fait à tiroir, parce qu'on peut répondre pendant presque une heure à ce débat. Réponse courte, si possible, Jean-Yves Le Borgne, parce que le temps file malheureusement. Alors, moi, je veux dire, bon, sur la détention provisoire, on a remarqué simplement que le rapport Léger a essayé d'harmoniser les délais, de limiter la détention provisoire, au passage d'ailleurs en supprimant le délai le plus court. Mais enfin, ça mérite une amélioration. Ce que je veux dire surtout à propos du juge d'instruction, c'est que nous venons d'un temps où au pénal, l'avocat n'existait pratiquement pas. Il apparaissait à l'audience, au procès ultime. Et la réalité des choses, et c'est pour ça, Madame Lebranchu, que vous évoquiez tout à l'heure cette préférence, semble-t-il, pour le juge, il fallait un juge objectif, parce que ce juge objectif et neutre était la garantie du respect des droits élémentaires de celui qu'on avait mis en examen, qu'on avait inculpé, disait-on à l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'avocat dans le cabinet du juge d'instruction. Nous sommes à un autre temps. Nous sommes à un temps où l'enquête, où l'accusation, où la charge, où le soupçon doit être porté par celui qui est naturellement le véhicule, le vecteur et la voix de ce genre de choses, c'est-à-dire le procureur, avec un juge objectif qui va équilibrer ce rapport dialectique contradictoire entre
entre la défense d'un côté et le procureur de l'autre. C'est ça, sans aller jusqu'à ce que disait Philippe Bilger tout à l'heure sur l'accusatoire à l'américaine, qui est peut-être trop éloigné de notre culture judiciaire. Il faut avancer dans ce sens. Il faut que même au niveau de l'enquête, le juge apprécie l'équilibre des choses. Alors, je vous propose qu'on voit comment ça se passe ailleurs. Et vous allez voir, faisons un petit pas de côté pour nous rendre en Italie. La réforme de la procédure pénale, qui est donc voulue par Nicolas Sarkozy, pourrait se rapprocher du système judiciaire italien, un système accusatoire à l'anglo-saxonne qui est mis en place depuis 1989. Mais alors, attention, voilà que Silvio Berlusconi, qui s'y connaît un petit peu en matière d'arcane judiciaire, semble vouloir faire marche arrière. Sa justice serait trop indépendante. Voyez plutôt le reportage de Patrick Hermansen et de Kitri Nguyen. À Rome, la justice italienne a son symbole, la Cour de cassation. Ce palais de justice du XIXe siècle est l'ultime recours pour les citoyens italiens en conflit avec leur justice. Avant d'en arriver là, l'accusé passe par le premier degré de juridiction où l'attend une procédure accusatoire, comme ici au tribunal de Rome, le plus grand d'Europe. Pour Salvatore Vitello, procureur au pôle antimafia, il y a un principe constitutionnel, l'obligation d'enquête du parquet dès qu'une plainte est déposée. Après le dépôt d'une plainte, celle-ci est transmise au parquet qui vérifie si les faits constatés sont constitutifs d'un délit selon la norme en vigueur. Une fois le délit établi, l'enquête commence avec l'aide de la police judiciaire qui est dirigée dans son enquête par le procureur. La mission des policiers est de vérifier les circonstances du délit et de recueillir les preuves pour identifier le ou les auteurs du délit. Salvatore Vitello travaille main dans la main avec le GIP, le magistrat de l'enquête préliminaire. Son rôle, contrôler l'enquête du parquet et garantir les libertés individuelles, notamment en matière d'écoute téléphonique. J'ai rejeté une demande d'écoute téléphonique et donc il s'agit de la deuxième fois que je vais rejeter la demande du ministère public car il n'a pas proposé de preuves suffisantes pour obtenir l'autorisation. Le système accusatoire est défendu par le Conseil supérieur de la magistrature, le grand protecteur des juges italiens. Ici, dans cette salle, on nomme et on gère la carrière des magistrats, des nominations aux sanctions, en toute indépendance. Edia Macora, membre du CSM, nous rappelle un grand principe de cette instruction à deux têtes. Parce que ces deux figures de magistrats, les procureurs et les GIP, sont tous les deux autonomes et indépendants. En Italie, c'est différent. Et au contraire de la France. Le système pénal italien serait-il exemplaire? Pour certains avocats, comme Eleonora Davac, la mise en pratique du système accusatoire est perfectible. Nous perdons énormément de temps à demander et à obtenir des copies de pièces de dossiers d'instruction au greffier. La machine administrative de la justice n'est pas très efficace et tout ceci parce que la justice manque de budget. Il faut compter près de 10 ans pour une décision pénale. C'est là les limites de la réforme de la justice italienne. La loi de Silvio Berlusconi de 2005 sur les délits politico-financiers affaiblit un peu plus le système. La prescription est réduite à 5 ans et ne s'arrête plus pendant le procès. Cette loi permet d'échapper à la justice. Pour les médias, comme ici à la RAI, la lenteur de la justice italienne est un problème avant tout politique. Je ne pense pas que l'Italie soit un pays beaucoup plus corrompu que les autres. Par contre, je pense que les politiques n'ont pas assez travaillé pour le bien de la justice. Ils n'ont pas permis aux magistrats à la recherche de la vérité de faire leur travail. Au contraire, la classe politique a mis en place un système pour se protéger elle-même. De l'opération main propre au procès de Silvio Berlusconi, pour l'opinion publique, le spectacle judiciaire semble toujours